Salut les burnettes, je suis Marlène. Bienvenue sur ce nouveau podcast du Burnout au féminin. Les burnettes, si vous ne connaissez pas, c'est un collectif de femmes fondé par Anne-Sophie à Bordeaux. Ces femmes qui, après des mois de fatigue, de culpabilité, de détresse, désespoir, se sont reconstruites. Ces rencontres de femmes m'ont propulsée vers l'avant. Il y a l'après-burnout. Juste un truc avant de lancer l'épisode. Si vous ne connaissez pas cet oiseau rare qu'est la burnette, bon, j'annonce la couleur. Avec nous, c'est sans filtre. Ça peut partir, exploser dans tous les sens. Il va y avoir de l'énergie sur les ondes. Un burn-out, c'est très violent. On se souvient tous, pour l'avoir vécu, de ce jour d'effondrement. Ce jour où le corps a dit stop. Le corps lâche. J'ai rencontré Sandrine. Cette femme pétillante a créé sa salle de sport Spin Break à Bordeaux. Dans cet épisode de Confidence, nous avons voulu décortiquer le burn-out, son burn-out. Sandrine nous parle de cette période de surmenage, cette période où l'on pense que tout est possible, que rien ne nous arrêtera. Je suis superwoman, elle nous raconte. On était à fond entre les enfants, la maison, le boulot à côté et finir les travaux à temps. Donc on avait un petit mois de retard. Il y avait un emprunt à la banque qu'il fallait commencer à payer. Donc c'était, je pourrais dire, une énorme période de stress. Je pense que du matin au soir, on ne s'arrêtait pas. Je dis on parce que mon mari était avec moi. Et voilà, et un jour c'était trop, tout simplement. Alors ce jour, du coup, comment ça s'est manifesté dans ton corps ? Qu'est-ce que tu as ressenti ? Je m'en souviendrai toujours parce que c'était le 26 mai 2018. Il y avait eu des énormes orages à Bordeaux. Donc il pleuvait, mais des ruisseaux de pluie. Je venais de faire une séance de cycling au studio. Ça s'est super bien passé, mais j'étais quand même fatiguée. Je rentre à la maison et déjà on était super contents, il n'y avait pas d'eau dans le local, on avait super peur qu'il y ait eu quelque chose de mal fait et que de l'eau s'infiltre. Donc premier soulagement, pas d'eau dans le local. Deuxième soulagement, pas d'eau dans la maison, rien de filtré par le toit, etc. Donc on était super contents. Et là tout d'un coup on va dans la cave et on voit 10 cm d'eau. Et donc 10 cm d'eau dans la cave, ben, tu prends ta pelle, ton seau et tu essayes de vider l'eau. Du coup, j'avais pas mangé, je commençais à être fatiguée. Je remonte dans la cuisine. Quelqu'un sonne à la porte en même temps. Mon mari et les enfants se précipitent pour aller ouvrir. Et enfin, moi, je me dirige vers la porte aussi. Puis je me dis, je me sens pas très bien là. J'ai comme la gorge sèche. Il faut que je prenne un peu d'eau, comme si j'avais avalé un truc de travers qui descendait pas. Tu sais, le petit grain de riz qui te reste coincé dans la gorge. Mmh. Mais c'était ça la sensation. D'étouffer, en fait. Pourtant, j'ai pas mangé de riz. J'avais à peine commencé mon petit déj de la journée. Il était 3h de l'après-midi. Et je vais dans la cuisine pour prendre un verre d'eau. Et là, en même pas une seconde, je suis tombée. J'ai pas compris. Donc je me souviens d'essayer de prendre mon verre d'eau. Et puis la chose d'après dont je me souviens, c'est que j'étais par terre avec mon fils et mon mari au-dessus de moi en train de me ranimer. J'ai fait un malaise vagal en fait. Okay. Donc c'est parti en un millième de seconde. Tu as la tête qui tourne, tu as une sensation de tout devient tout noir et tout tombe, tout lâche. Tu t'es blessée ? Je me suis blessée. Je me suis fait une entorse à la cheville et une fracture. D'accord. Donc je me suis réveillée avec... j'avais pas mal, mais je pouvais pas bouger. Donc après, quand tu travailles aussi, je sais pas si t'es déjà tombée dans les pommes. Oui, plusieurs fois. Tu vois la sensation après où t'es en mode panique, t'arrives plus à respirer, etc. Donc j'ai eu ça pendant quelques temps. Mon mari avait appelé les pompiers, ils sont arrivés. Ils ont immobilisé la cheville qui avait commencé à gonfler et ils m'ont emmenée aux urgences à l'hôpital. Voilà, et le diagnostic ? Le diagnostic, un peu pourri le diagnostic, on va dire, parce qu'ils m'ont fait 3 petits tests, ils ont pris ma tension, etc. Et ils m'ont demandé si j'avais mal. Je sais pas si j'ai eu mal au moment de tomber, au moment de... Tu vois, quand tu tombes, si tu te casses un os, normalement ça te fait mal. Mais quand tu es dans les pommes, t'as pas mal, t'as pas de sensation.
Donc je leur ai dit, j'en sais rien. Puis mal par rapport à quoi en fait? Parce que quand on a accouché, on parle aux femmes qui sont mamans, et ben sur une échelle de 1 à 10, si tu veux, un accouchement c'est 10 sur 10. Quand on te fait un petit bobo, alors je leur ai dit par rapport à quoi? Et en fait l'erreur c'est de dire qu'on n'a pas trop mal. Ça j'ai compris après, il faut dire qu'on a très très mal. Et ils vont faire les tests nécessaires. Parce que comme j'ai dit que j'avais pas trop mal, et c'est vrai, j'avais pas trop mal, enfin, ils me touchaient un peu, et je pouvais pas poser le pied par terre, mais sinon, je hurlais pas de douleur sur le moment même non plus, quand j'étais immobilisée. On peut dire aussi que tu étais un peu anesthésiée, en fait, quelque part, là, au niveau de la tête et du corps. Totalement. Dans un état second, ouais. Un état second. Donc, je leur ai dit, oui, je sais pas, 6 sur 10, quoi, par exemple. Ouais. Donc, ils se disent, c'est bon. Et ils ont pas fait de radio. Et ils m'ont dit, vous pouvez repartir. Il faut poser le pied, parce que quand on a une entorse, il faut poser le pied apparemment. Je dis, bon. Et ils m'ont laissé partir, sans béquille, sans attelle, sans rien. Et si une petite attelle toute pourrie, enfin vraiment pas un truc pour stabiliser la cheville. Et donc je suis restée à la maison avec mon bloc de glace sur ma cheville. C'était samedi, dimanche pareil, lundi pareil. Et puis mardi, je me dis, je vais quand même aller voir mon médecin traitant parce que je trouve que je suis pas très à l'aise là quand même. Et mon médecin traitant me dit, écoute, va quand même faire une radio, on sait jamais, pour éviter l'œdème. Ouais, d'accord, exactement. ok. Je suis allée faire la radio et là, ils m'ont dit que c'était cassé. D'accord. Et donc, je suis rentrée chez moi. J'ai une copine qui m'a emmenée faire la radio et qui m'a raccompagnée. Et là, je me suis vraiment écroulée. Là, quand on m'a dit que c'était cassé, je me suis arrêtée dans l'entrée et j'ai pleuré. D'accord. Ouais, prise de conscience. C'était fini. Ouais. C'était la fin. D'accord. C'était le début de la fin. Le début de la fin. Non, parce que là, du coup... Là, c'est la loose. La loose. Qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que je fais? J'ai un studio de cycling qu'on vient d'ouvrir, on a 2 enfants. Enfin, comment je fais, quoi? Ouais. Immobilisation, pendant combien de temps? Une fracture, c'est 3 mois. Enfin... Tout défile dans ta tête. Tout défile dans ma tête. L'horreur, quoi, le scénario d'horreur. Ouais. On va jamais démarrer cette activité, on va jamais gérer la maison. On n'a pas d'aide, on n'a pas de belle famille ici qui peut aider, qui peut prendre les enfants. On est tout seul, quoi. Qu'est-ce qu'il disait, ton mari? Alors, mon mari, il est super positif. C'est vraiment mon rock sans lequel je ne peux rien faire. Il a tout pris en charge, il a tout pris en main. C'est lui qui faisait les séances de spin au studio. Il gérait la bouffe. Voilà. Enfin, j'avais une attelle, ceci dit. Alors là, quand on m'a diagnostiqué avec la fracture, on m'a donné une attelle et on m'a dit il faut poser le pied. D'accord. Ok. Voilà, il faut marcher. Donc, je ne pouvais pas emmener les enfants à l'école. Je pouvais aller un petit peu au studio. Charles on y allait en vélo. Je m'asseyais sur le porte-bagages. Il me faisait des allers-retours. Mais il fallait quand même que je reste à la maison de me reposer. Le problème, c'est qu'encore une fois, on m'a donné une attelle pourrie, que je restais trop longtemps debout, que j'ai commencé à avoir un bleu gigantesque avec une bosse sur le tibia, et que quand je suis retournée à l'hôpital, au bout de 3 semaines, en fait, un client ami qui est aussi ostéo m'a dit va voir cette médecin du sport, ton attelle elle me semble un peu pourrie quand même. J'ai vu cette médecin du sport qui m'a dit mais c'est une catastrophe votre truc, allez voir tout de suite un chirurgien spécialisé cheville, etc. Et lui il a poussé des cris, il m'a dit mais c'est pas possible, vous faites n'importe quoi, il faut immobiliser la cheville. D'accord. Il faut pas poser le pied par terre, il faut rien faire. Deuxième claque, non? Deuxième claque. J'imagine. La fracture, c'était pas du tout consolidé en 1 mois. J'avais la jambe en feu. Enfin, c'était, donc il fallait, de tout ce que j'avais fait, rester debout, aller au studio, etc. Là, c'était même plus possible, quoi. D'accord, ok. Donc, qu'est-ce que tu as pris comme disposition après ça? Immobilité. T'es retournée au studio? Comment? Non, alors j'ai appelé ma mère. Ouais. Et je lui ai dit, là, il faut que tu viennes. Ma mère habite à l'étranger. J'ai dit, là, il faut que tu viennes passer 2 semaines avec nous si tu peux. Il faut que tu nous aides. On ne peut pas tout faire. Si ça continue comme ça, c'est Charles qui va s'effondrer. L'appel à l'aide. Appel à l'aide. C'est difficile à faire. C'est très difficile. Voilà. J'ai l'habitude de toujours tout faire, de tout gérer. Et c'est très difficile de dire stop. De dire, en fait, j'ai besoin d'aide. Et pareil, dans notre entourage, on a la chance d'avoir une coach de vie qui est une très bonne amie
Et je l'ai appelé et je lui ai dit, j'ai besoin de toi là. Je sais plus dans quelle direction me tourner, comment regarder. Je vois rien. C'est tout flou devant. Je reste au lit parce que je suis obligée de rester au lit, mais ça me frustre parce que j'ai besoin d'aller travailler, que je dois aider mon mari à gérer notre nouvelle entreprise. Mais là, je suis en mode chaos. Avec les enfants, c'est la fin de l'école. Il y a des fêtes dans tous les sens, des anniversaires tous les week-ends. C'est pas possible, il fallait qu'on dise non ou bien qu'on s'organise avec des copains pour venir chercher les enfants, etc. Et donc on s'est vus et elle m'a appris 2 choses essentielles. La première, c'était de dire j'ai besoin d'aide. D'accord, ce que tu avais déjà commencé à mettre en place. Parce que j'avais commencé un tout petit peu avec ma maman, mais c'est plus facile d'appeler ta maman que d'appeler tes voisins ou des gens que tu connais pas. De dire j'ai besoin d'aide, il faut venir m'aider, là je peux pas faire, c'est pas possible. Et la deuxième chose, c'est de dire ça ne me convient pas. Non, ça me convient pas. C'est pas possible. J'ai pas le temps ou je peux pas. Ça ne me convient. Et en fait, quand on dit ça ne me convient pas, c'est moins vexant pour les gens qu'on a en face de soi, qui des fois proposent quelque chose qui est pas déconnant. Mais en fait, toi, ça te convient pas, tu vois. Oui, c'est l'art et la manière du non, en fait, de savoir dire non. Du savoir dire non. On est nombreuses là exactement. à ne pas connaître. Et donc cette règle, je l'applique vachement maintenant dans ma vie professionnelle. C'est-à-dire que si j'ai un prestataire qui me propose quelque chose ou qui veut faire quelque chose avec nous et que j'aime pas sa façon de faire, et ben, au lieu de lui dire j'ai plus envie de travailler avec toi, je vais lui dire ta façon de travailler ne me convient pas. D'accord. C'est une manière de suivre son intuition. Aussi. Quelque part. Tout à fait. D'accord. Mais vraiment de se dire, là je reste, j'ai envie de dire en anglais, true to myself, c'est on est vrai avec soi-même, on est honnête avec soi-même, on se ment pas. Et si quelque chose te convient pas, tu le dis et tu l'affirmes. Et tu l'assumes aussi. Voilà. Et c'est entendu et compris. Et c'est entendu et c'est compris. Et l'autre, elle se vexe pas. Ok, ça te convient pas. Bon, bah, qu'est-ce qui te convient? Ah bah génial. Ça, par exemple, tu vois. C'est tout con, hein. Donc ça, c'est une grande clé là que tu as rajoutée à ton trousseau. Ah ouais, c'était la révélation. Essentielle. Pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça avant? Ouais. Pourquoi est-ce que j'ai pas dit non, tu vois, j'ai déjà 2 rendez-vous dans la journée, je peux pas m'en rajouter un 3e, c'est pas possible. Donc non. Et puis cette histoire de demander de l'aide aussi. Tu vois, par exemple, pour aller à l'école le matin, Charles devait amener les enfants à l'école le matin, aller au studio, il y avait une séance à 9h, enfin tout s'enchaînait trop vite. Et donc j'ai demandé aux voisins, des gens que je connaissais pas, que j'avais juste vus à l'école, et qui habitent dans notre rue, et qui ont des enfants à peu près du même âge que les nôtres. Je leur ai demandé, est-ce que vous pouvez faire un petit crochet, vous habitez au 15, on habite au numéro 3, prendre nos enfants, enfin ils viennent jusqu'à votre porte, mais les accompagner à l'école avec les vôtres. Et la réponse? Tout simplement. La réponse a été oui, bien sûr. Oui, évidemment. Ouais, évidemment. Bien sûr. Évidemment. D'accord. Ok, donc là, tu as mis en place un quotidien dans les aspects pratiques, en fait, pour compenser, en fait, toi, ta blessure et ton besoin de repos, là. Voilà. Enfin, pour moi, c'était super important. J'avais besoin de repos. J'avais besoin de me vider la tête et je pouvais plus réfléchir. De toute façon, je n'étais pas du tout opérationnelle au niveau boulot, mais j'avais besoin de savoir aussi que tout roulait, que c'était pas trop chiant pour mon mari, qu'en fait. D'accord. La seule chose que j'ai senti que je pouvais faire, c'était essayer de l'aider comme je pouvais. Étant donné que je pouvais rien faire d'autre, ben au moins aider un petit peu. Avec une mini-organisation. Tu as allégé les tâches de ton mari. J'ai allégé les tâches un petit peu. Par la réflexion sur comment organiser les choses. Comment organiser. Pour prendre soin de toi ensuite, en fait, voilà. une fois que tout était mis en place. Ouais. Voilà. Donc du coup, ça m'a enlevé un petit stress. Oui. Du coup, je me suis dit, bon, maintenant, je peux plus me concentrer sur moi. C'était trop de me dire que je me repliais dans mon mode... Je me remets en forme et j'ai besoin de ça maintenant pour moi, mais en même temps tout le reste de la vie autour je peux pas faire éjecte quoi. C'est impossible, les enfants sont petits. Oui, ton rôle de maman et de femme fait que voilà, c'était une priorité pour toi. Puis j'ai quand même toujours de toi. Tout contrôlé. Je suis une personne qui aime bien savoir ce qui se passe, j'ai un planning, j'aime bien, enfin, je suis pas contrôle freak non plus, mais j'aime bien que les choses soient organisées. Et dans ma tête, j'avais juste besoin de savoir que ça allait quand même être toujours organisé et que ça allait pas partir en live total. Au-delà de la blessure, est-ce que
tu as pu mettre un mot sur ce qui t'arrivait? Je veux dire, plus psychologiquement, est-ce que le mot burn-out est venu, quelqu'un t'en a parlé ou, Alors oui, ma coach m'en a parlé. Oui. Ma coach m'en a parlé, elle m'a dit là tu es en burn-out. D'accord. Voilà. Donc un deuxième diagnostic quelque part. Ou Deuxième un diagnostic. Deuxième claque. Ouais. Et donc on a mis des choses en place. Ouais, d'accord. Bah, tu sais, quand en fait c'était pas pire que d'avoir une fracture à la cheville et de plus pouvoir exercer mon métier en fait. C'était ma troisième claque du coup maintenant, mais je m'y attendais un peu quoi. Oui. C'était pas une surprise, donc je l'ai pris avec philosophie, on va dire. Bravo. J'ai dit bon bah ok, j'ai ça, donc qu'est-ce qu'il faut faire pour comment on fait pour que ça aille mieux en fait. Et là on a tout de suite parlé outils, ressources et comment faire de quoi j'avais besoin de moi pour aller vite mieux. D'accord. De quoi tu as eu besoin? De quoi est-ce qu'on a toujours besoin? Parce qu'il ne faut pas attendre d'avoir un burn-out pour se poser ces questions. C'est prendre du temps pour soi, savoir dire non, savoir se poser tout simplement, lever le frein quand il faut, se dire bah, c'est pas grave si j'ai pas fini ce dossier ce soir, il sera fini demain ou après-demain. C'est pas grave. On gère nos vies. À partir du moment où notre environnement, les gens autour de nous sont en sécurité, sont bien, même si on travaille avec des collègues, est-ce qu'ils ont assez pour pouvoir, eux, continuer leur travail sans dépendre de nous? Oui, ils sont bien, ok. Bon, ben ça peut attendre. Ça peut attendre. Tout à fait. On a tous beaucoup de mal à se le dire et à comprendre. On n'est pas des ministres non plus, quoi. Même les ministres, à mon avis, ils font... ils savent lâcher prise aussi. Ils savent lâcher prise, ils ont 10 000 personnes qui travaillent pour eux. Et puis, quand il ne faut pas finir un truc, on ne finit pas un truc, quoi. C'est tout, c'est pas grave. On va pas se casser en deux pour... La vie est beaucoup trop courte. J'ai envie de dire, le temps qu'on est là est beaucoup trop court. Donc, si en plus, on se prend la tête et on se met des montagnes et des défis qu'on ne peut pas... Pas des défis, mais des objectifs qui ne sont pas réalisables, ou qui sont réalisables, mais au détriment de notre santé physique et mentale, bah, ça ne sert à rien, quoi. Et puis, un autre truc qu'on a mis en place aussi, c'était de lâcher le passé. Parce que dans mon cas, ça a été très important. J'ai eu un gros choc professionnel et émotionnel en 2010 et je n'avais pas lâché. Et jusqu'à il y a 1 an et demi, c'est un truc qui me hantait, quoi. Et c'était pas possible. Je ne vais pas vous raconter tout ça parce que il faudra un autre podcast. C'était une très longue histoire et très douloureuse histoire où moi, je me suis sentie vraiment trahie, vraiment poignardée dans le dos par plusieurs personnes en qui j'avais confiance et je pensais que notre relation était différente de ce qu'elle était et j'ai jamais fait le deuil de ça, j'arrivais pas à m'en remettre. Et donc en fait avec ma coach je lui en ai parlé parce que là c'est vraiment ce truc là aussi qui est vachement ressorti. Et donc imagine quelque chose comme ça que tu traînes depuis 8 ans. Ouais, ça gonfle en fait, hein. C'est comme une boule qu'on a dans l'estomac qui est en train de grossir. Et en fait, parce qu'on ne l'a pas tous les jours dans sa conscience, on n'y pense pas tous les jours, mais on y pense dès qu'on a un coup dur dans la vie professionnelle ou quand il se passe quelque chose, tout d'un coup ça ressort. Et on y pense pendant 1 heure ou 2 heures, on l'efface, et puis ça revient, ça ressort. Donc en fait, ce truc est toujours là, et ça pèse. Et cette boule, tu as réussi à la sortir de toi en fait. J'ai réussi à la sortir. Ce poids-là de la déception, la trahison. Oui, j'ai réussi à la sortir. C'est génial, d'accord. C'est génial. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire, cette boule, moi aussi je l'ai ressentie à l'intérieur et on ne peut pas avancer, s'alléger. Mais quand même, cette boule, elle me pesait. Et alors je dois être hyper réceptive à l'hypnose. Mon fils aussi d'ailleurs, il a eu une séance en hypnose en état d'éveil à la méthode ericksonienne. Et moi, ça m'a libérée. Mais c'est génial. Bravo Sandrine. C'est un truc auquel j'y croyais pas. C'est super. Et alors j'y pense de temps en temps, tu vois. Je vais pas. C'est pas t'as pas effacé de ta carte mémoire cet épisode de ta vie. C'est toujours là. Quand même j'y pense. Si j'y pense un jour, bah c'est pas. Ça me pèse pas. C'est léger.
c'est léger. C'est présent, ça fait partie de toi, de ta vie. Ça fait partie de mon expérience. C'est un truc au final de ton expérience. De mon expérience. C'est chouette de parler d'expérience du coup dans ces cas-là. Exactement. Mais c'est plus un poids. Enfin, pour moi, on vit dans un stress quotidien de toute façon parce que la vie fait que tout va vite, on est toujours pressé, on a toujours plein de choses à faire, on veut toujours se prouver, il faut toujours être voilà, il faut être bien, il faut se présenter bien, il y a toujours de la pression, je trouve, autour de nous. Et il peut se passer plein de petits épisodes dans notre parcours que si on les évacue pas correctement, on les accumule sans s'en rendre compte. Et puis, en fait, tu remplis ton vase, step by step, année par année, un petit truc qui se rajoute, un petit truc qui rajoute. Et puis, à un moment donné, moi, c'était la cave. Et cette journée de tempête, pluvieuse à Bordeaux. Voilà, la pluie, l'eau qui a fait déborder le vase, mais c'est ça, quoi. Oui, l'image est forte, là, sur le coup, ouais. C'est ça. Tu t'es noyée. Et là, je me suis noyée. Bon, je rigole, mais bon. Cette eau dans la cave, c'était trop. Ouais, tu vois, je me dis, s'il n'y avait pas d'eau, est-ce que je serais tombée? Est-ce que si je m'étais pas fatiguée autant, si ça m'arrivait pas autant, tu vois, le truc, c'était la métaphore, comme je dis, l'image était là. Est-ce que je serais tombée? Est-ce que je me serais cassé la cheville? Et la réponse est certainement non. J'aurais continué peut-être. Et j'aurais continué jusqu'à ce qu'il arrive peut-être quelque chose de pire. Oui. Ouais, moi je prends ça comme ça. Complètement. Tu me dis que ça aurait pu être pire. J'aurais pu m'effondrer en pédalant sur mon vélo, en me faisant écraser par un tram. Enfin, j'en sais rien, je dis des horreurs, mais... Oui. Tu vois? Oui, on peut tout imaginer, ouais. Je pense que... C'était une chance alors. C'est une chance. Je pense que les choses arrivent toujours pour une raison. Il y a une raison pour laquelle tu fais telle ou telle chose. On ne s'en rend pas compte sur le moment, mais je pense qu'on fait des choses qui en amènent d'autres en fait. Et ça, on le fait en pleine conscience. D'accord. Donc voilà. Donc là, il fallait que je m'arrête. Et après, quand tu as reposé ce premier pied par terre, on va dire... C'était miraculeux, mais... En fait, la fracture, elle ne s'est pas consolidée. J'ai mis 8 mois à consolider une fracture. Parce que le corps était... abîmé, fatigué, il ne se refaisait pas. Donc j'ai fait des progrès, on a changé d'attelle, j'ai pu marcher avec des béquilles, j'ai pu commencer la kiné, je crois, au bout de 3 mois ou 4 mois, je ne sais plus. Mais j'étais forcée de rester tranquille. Tes vélos devaient te manquer. Mes vélos me manquaient à fond, je n'en pouvais plus. Parce que le sport, quand même, c'est grâce à ça aussi que je pense que j'ai tenu aussi longtemps. Parce que le sport me vide la tête complètement, me donne une énergie physique, me rend toujours plus forte physiquement. Et je pense aussi clairement que si j'étais pas sportive, je pense que j'aurais craqué bien plus tôt aussi. Oui, tu as ce tempérament de compétitrice, de sportive qui dépasse ses limites. Voilà, et le fait que quand tu étais sain dans ton corps, donc moi j'ai une alimentation hyper saine, je suis très très ennuyeuse, je bois 2 verres de vin, j'en peux plus. C'est pas fun de m'emmener en soirée. Si j'avais pas eu le sport et que j'avais eu juste le côté mental, professionnel, etc., ça aurait été plus pesant sur moi. Ça, c'est sûr que le sport m'a donné une force et une énergie qu'on ne trouve pas ailleurs, quoi, tout ouais, c'était ta soupape, ton moment lâcher prise. Et puis j'ai cru comprendre avec ce que tu m'as raconté déjà auparavant que ça a fait partie de ta vie. Toujours. Le sport, il a été là en fil conducteur, en fil rouge depuis de longues années. Absolument. Oui, toujours. Ok, donc tu es retournée à la salle quelques mois plus tard. Je suis retournée à la salle. En forme? Alors, toujours avec une fracture, mais comme en fait c'est un sport qui est en décharge, mon médecin du sport m'a dit tu peux y aller. Donc j'avais une petite attelle, je pouvais mettre mes baskets, c'était super. J'ai pu reprendre mon activité, qui m'a fait vraiment beaucoup de bien. Ce qui m'a fait aussi beaucoup de bien, c'est que tous les membres étaient là pour me soutenir. Personne n'a arrêté quand moi j'ai pas pu faire les cours. Donc on a eu ce côté soutien au niveau de notre communauté qui m'a vraiment aussi beaucoup réconfortée et fait chaud au cœur. Oui, je comprends. Mais le fait que tout le monde était là, soutenu, c'était on y va, on fonce. On y va, on fonce. Et cette fracture, elle a mis 8 mois à se consolider quand même. C'était pas rien, C'était pas rien. C'était les 8 mois de reconstruction, quelque part, en fait. C'est ça, parce que pendant 8 mois... d'acceptation. Voilà, fallait faire attention. Tu as fait ton travail pendant 8 mois sur toi, ton introspection. Tout à fait. Et puis 8 mois, tu as toujours une attelle, donc tu
tu fais toujours attention, tu prends toujours, tu fais tout plus doucement. Si tu as envie de refaire une séance, juste pour t'amuser, je te dirais de venir quand il y a 2 nanas qui crient tout le temps. Quand il y a une ou deux personnes qui crient, ça libère les autres. Parce que moi, je crie, mais je suis la coach, donc ils s'attendent à ce que... Oui, mais soit un peu... les gens, des fois, ils n'osent pas le faire. Et là, tu as 2 ou 3 personnes qui crient, et du coup, les autres, elles se disent, ouais, j'y vais aussi, quoi. Tu apprends aussi à bien serrer ton périnée. Et en Suède, dans les pays nordiques, ils apprennent aux jeunes filles, ils font de l'éducation du périnée quand elles sont jeunes, tu vois, en gym, ils font squeeze, relâche. Oui. Et donc elle, quand elle faisait du sport, elle faisait ça. Et un jour, elle me dit, tu sais quoi, j'ai eu un petit orgasme. Quand on se lève sur la selle et qu'on se lève. Elle dit, je pensais à mes cours en Suède. J'étais la squeeze. Voilà, je suis... C'est énorme. Double effet. Après, à chaque fois quand j'avais un cours, je la regardais et elle me faisait oui, un petit sourire. C'est énorme. C'était trop drôle. Excellent. Ah là là, c'était trop drôle. Donc tu vois finalement. T'es pas loin. Enfin, il y a un moment donné, tu bascules dans un bien-être de ouf en fait. Ouais. L'année 2019 a quand même été compliquée parce qu'on est toujours en recherche on est en développement maintenant du studio. Et donc, on va aller chercher des financements. Donc, c'est un nouveau challenge, certainement un nouveau stress qui va arriver. Mais on va faire les choses un petit peu différemment. Là, on va essayer de lever assez de fonds pour pouvoir embaucher du monde pour nous aider. D'accord, s'appuyer sur d'autres en fait exactement. Repères. Pas prendre tout sur nos épaules comme on a fait jusqu'à maintenant. C'est super ce recul-là que tu as à l'aube de 2020. C'est ça, c'est génial. Un apprentissage. Oui. Il a fallu du temps, mais on apprend. Et le vélo, là, tu as eu un cours hier, je crois, ce matin. J'ai eu cours ce matin, j'ai eu un cours samedi. Comment tu te sens pendant ces cours de... Génial. Je m'éclate toujours autant. Je crois que je m'éclate encore plus maintenant même. Et il y a un échange qui se fait dans cette salle qui est assez incroyable. Où justement, tout en se regardant, en se souriant ou en criant souvent, on se transmet de l'énergie. Et effectivement, le coach va toujours en donner plus qu'il en reçoit, mais j'en reçois aussi quand même pas mal de mes membres, donc ça c'est que du bonheur. J'ai eu l'occasion de participer à une séance. Vrai, t'as assuré d'ailleurs. Et je me souviens de cette boîte noire avec le studio en fait où on monte sur les vélos et c'est parti. Et cette musique à tue-tête assez rock. Tu t'étais sentie comment? Parce que t'étais top sur le vélo. En pleine liberté, en toute légèreté. Ok, c'est physique et tout ça, mais oui, c'est une belle énergie qu'on ressent de ta part et que tu t'es dévidé la tête. Complètement. Ouais, on s'éclate en tout cas. Ouais, génial. Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux burnettes? C'est que la vie est belle. La vie est là, elle est belle, il faut en profiter. On a tous les outils en main, les ressources, et ça dépend que de nous. De changer une façon, des fois c'est quelque chose de tout simple, de penser ou de voir les choses, et c'est là où ça déclic en fait, ça débloque quelque chose qui était peut-être bloqué dans notre tête. On ne sait même pas pourquoi d'ailleurs. Insignifiant, et on laisse souvent des choses qui sont insignifiantes nous affecter beaucoup plus que ça ne devrait, ou pareil des gens qui nous affectent plus qu'ils ne devraient. Donc en fait restez fidèle à vous-même, restez positive, même si des fois c'est tout noir, et en avant quoi. D'accord, merci beaucoup. Merci à toi. Et qu'est-ce qu'on te souhaite alors pour 2020 là, qu'on arrive en fait à un stade de notre vie où on contrôle nous-mêmes notre emploi du temps et ce qu'on veut. Le bon équilibre. Le bon équilibre. Qu'on ait tous un bon équilibre en fait. D'accord. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Moi aussi. Merci. Merci à toi, Esther. À bientôt. Je vous propose, si vous avez aimé, de nous laisser votre avis, à partager ce podcast tout autour de vous, pour nous aider, nous les burnettes, à lever le tabou sur la question du burn-out. C'est de cette manière-là que nous ferons changer les choses. Pour en savoir davantage sur l'action et les événements de l'association Helburn, connaître la communauté des burnettes, rendez-vous sur les réseaux. À bientôt!